merci beaucoup à Magali et à vous tous. On est ravis d'être ici. C'est une grande aventure pour nous. Comme l'a dit Magali, voilà, cette conférence, elle prend place dans le contexte du workshop Transformer avec les premières années de master. Donc, on a proposé d'axer la présentation de quelques projets de l'agence sur la question de l'intervention dans l'existant. Alors, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on va dire, il y a une montée en puissance de ce type de commande. C'est un peu sur cette question-là qu'on s'est retrouvés et qu'on a commencé à échanger avec Magali Munier, qu'on remercie de l'invitation. Parce que pour les gens alors de notre génération, mais même encore les plus âgés, en fait, on a quand même été beaucoup formés plutôt à la conception de projets neufs. Et puis, on constate depuis une grosse vingtaine d'années que la nature de la commande a profondément changé dès lors qu'elle s'intéresse à l'existant. Avant, on parlait de rénovation, c'était un peu la commande de deuxième catégorie, c'était pas super intéressant. Il fallait réparer les bâtiments. Et puis, en fait, aujourd'hui, on est dans des interventions beaucoup plus ambitieuses qui relèvent plutôt de la restructuration, de la reconversion. Donc, cette évolution importante de la commande, nous, on l'a connue, on l'a vécue presque en direct parce que notre agence, elle a une quinzaine d'années. Et on a vraiment commencé en sortant de l'école en travaillant dans du neuf, dans des agences sur le modèle du concours. Et puis, au fur et à mesure de notre expérience, on a vu le terrain d'intervention architecturale se déplacer. Donc, cet élargissement et cette modification de la commande, elle est globale. On voit qu'aujourd'hui, dans les écoles, toutes les écoles d'architecture se posent cette question. Les programmes ont beaucoup changé sur la pédagogie. Et aujourd'hui, il n'y a plus une seule école qui n'a pas un ou plusieurs modules qui s'intéressent à cette question-là. Ce n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années. Et puis, on a florès d'articles, de séminaires, de colloques qui s'intéressent à cette question. Je voulais juste en citer un, puisque Magali citait le titre réexistence. C'est extrêmement difficile de trouver un mot pour donner un titre, parce qu'ils sont tous un peu épuisés tellement on les utilise. Sur 2022-2023, dans l'excellente revue d'architecture, il y a Philippe Prost qui a écrit 9 épisodes sur le thème l'architecture ou l'art de transformer le réel. Et dans le 7e épisode, il l'a titré Recréer. Mais en fait, il y a une page entière de tous les termes qu'on utilise. Alors, j'ai compté, lui, il a trouvé 25 termes différents pour qualifier la nature des interventions que le projet architectural peut engager dans l'existant. Donc nous, voilà, on a choisi réexistence parce qu'on s'est dit que ça évoquait finalement le résultat, quelque chose qui arrive à la fin d'un processus. Et on va axer notre propos sur l'idée que le projet d'architecture, c'est un savoir conceptuel essentiel pour aborder ces commandes. Ce n'est pas une spécialité. Nous, on défend l'idée que faire du projet, c'est faire du projet. Et puis donc là, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le projet quand on aborde un terrain déjà bâti et une architecture déjà existante. Non, Alors, donc bonsoir. Quelques mots sur l'agence avant de passer au projet. Nous sommes 12 personnes, deux associés, donc Nadège Bagar et moi-même, tous les deux diplômés de l'école d'architecture de Nancy dans les années 2000-2001. Nadège aujourd'hui donc est maîtresse assistante, maîtresse de conférence à l'école d'architecture. Elle a également été présidente de la Maison de l'Architecture de Nancy. Et pour ma part, je suis également donc architecte des PLG et j'ai aussi un DU d'aménagement et d'urbanisme en milieu rural. Donc, on a une équipe stable d'une douzaine de personnes, que des architectes, à l'exception de notre assistante. Voilà, plus ou moins capée avec l'expérience. Et puis, le point important, c'est que nous travaillons en Lorraine,
donc dans le quart nord-est de la métropole, et on est très, très attaché à ce travail sur notre territoire. On a un petit mot sur nos locaux. Donc, on a on a déménagé notre agence il y a 2 ans, et ça nous a permis un peu d'appliquer certaines de nos réflexions que l'on mène sur l'existant. Donc, vous avez ici quelques photographies de la phase chantier, où en fait l'intégration des aléas et des découvertes qui peuvent se faire au fur et à mesure permettent au projet de continuer à fructifier et avancer pendant cette phase cruciale du chantier. Alors, ce n'est pas toujours aussi facile quand c'est un marché public, par exemple, mais quand c'est pour soi, on a beaucoup mis la main à la pâte et puis fait évoluer le projet au fil des découvertes, entre autres pendant le curage, pour arriver à une installation assez simple, où en fait la réorganisation de l'espace voilà, se fait de manière très, très, très simple et en fait fabrique une esthétique, c'est-à-dire que de révéler l'existant fabrique une esthétique très singulière avec une architecture différente de celle d'un projet neuf et une utilisation d'une gamme de matériaux très, très restreinte. Donc, voilà, on révèle les matériaux qui étaient présents et après, on vient intervenir de manière très, très ponctuelle et voilà, assez simple, entre autres par du mobilier dessiné avec des panneaux de coffrage bakélisés. Donc, notre agence intervient essentiellement sur des marchés publics pour 90% de nos projets. On a défini un peu 3 grandes familles de programmes, mais il nous semble que notre agence ne se définit pas justement par le type de programme qu'on réalise. On a toujours été vigilant justement à avoir une palette très large d'interventions et on ne voulait pas devenir des spécialistes je sais pas, du collège, par exemple. Et c'est plutôt la démarche qu'on va appliquer sur chacun des projets qui fait notre spécificité et pas forcément les programmes. Donc, voilà, on a une famille qu'on a appelée scolaire. La seconde, ce serait le logement. L'autre point important, c'est qu'on travaille sur des échelles très, très variées. Ça va vraiment du micro-projet à des programmes maintenant conséquents, aussi bien dans des contextes ruraux, voilà, de tout petits villages en Lorraine, à des milieux urbains. Et puis, comme l'a dit Nadège en introduction, beaucoup de rénovations, mais aussi des bâtiments neufs, voilà, ça existe encore. Et puis la troisième catégorie, les équipements, c'est une catégorie un peu plus large qui ne sont pas donc pas que des équipements scolaires. Et donc là, sur cette slide, par exemple, vous voyez un crématorium, un EHPAD, une cité judiciaire et une salle des fêtes. Donc pour vous montrer que la palette est très très large. Et ces programmes variés nous permettent aussi de collaborer avec des confrères. Donc, il n'est pas rare qu'on soit associé avec d'autres architectes, ce qui nous permet d'ouvrir le champ des réflexions, mais aussi d'accéder dans un sens ou dans l'autre à des commandes auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Donc, cette conférence qui va durer normalement 1 heure est structurée en 3 parties. Donc, on a choisi pour chaque thématique de les illustrer par 2 projets, toujours avec ce fil conducteur de l'intervention sur l'existant. Le premier chapitre, ça va être la question du savoir-faire conceptuel, de la connaissance matérielle, une autre sur la question de l'usage augmenté et la dernière sur le réemploi. On a choisi de structurer la conférence de cette façon parce que le projet, c'est pas juste répondre à une commande, ça c'est pas intéressant. Faire du projet, c'est faire en sorte que le résultat, ça soit plus que la somme des différentes parties. Donc ces thématiques, pour nous, c'est une façon de problématiser notre travail pour mener une démarche de projet qui soit cohérente, qui soit argumentée, et pour se fabriquer dans le process en fait un fil rouge, même plus que ça, c'est plutôt un fil d'Ariane, parce que surtout quand on intervient dans l'existant, il n'y a que des surprises. Ça ne se passe jamais tout à fait comme on avait prévu. Donc, si on ne sait pas exactement quel but on poursuit, on a vite fait de subir ce qui se passe plutôt que de le diriger. Donc, voilà, nous, c'est intéressant
pour nous, c'est essentiel qu'on sache quelle est la question qu'on se pose quand on aborde un projet pour pouvoir opérer des choix en fonction voilà, des différents éléments ou des événements qui surviennent au cours des études ou du chantier. Donc la première partie donc sur les savoir-faire conceptuels, la connaissance matérielle, c'est assez simple, hein, les praticiens le savent, c'est que quand on aborde un projet qui prend appui sur un bâti existant, la question du relevé, du diagnostic et de l'analyse, c'est très important parce que en fonction du niveau de connaissance ou de compréhension qu'on va avoir du bâtiment ou du contexte, on ne va pas tout à fait réfléchir de la même façon au développement du projet. Alors souvent, il y a déjà beaucoup d'éléments dans les programmes, il y a déjà des études préalables qui sont faites, c'est extrêmement important, mais ce n'est jamais suffisant parce que par le projet, on va constamment soulever des nouvelles interrogations ou alors on va révéler des pistes qui n'avaient pas forcément été envisagées. Et c'est normal, ça sert à ça. Donc pour nous, pour les architectes, la connaissance, la compréhension des techniques constructives, des matériaux, la lecture des qualités du bâtiment existant, c'est vraiment important et parce que c'est la matrice dans laquelle le projet va se fonder, et ça de l'esquisse jusqu'à la livraison. Donc on a choisi 2 projets qui illustrent un petit peu ces questions. Donc le premier projet, c'est un projet qu'on a livré très récemment l'année dernière. C'est une maison communale à Roussy-le-Village, dans le nord, enfin c'est en Moselle, on est déjà en Moselle, un peu dans le nord de la Lorraine. C'est un projet qui a reçu cette année le prix Envirobat de Grand Est hein, dans la catégorie culture loisirs. Donc le programme, c'est un projet d'équipement pour la commune, c'est une salle d'activité associative et une grande salle polyvalente. Ça se situe à l'entrée du village. Et le bâtiment d'origine, c'est une ancienne écurie de la Poste à cheval qui doit dater du 18e. Voilà. Et donc le projet, c'est le programme, c'est la restructuration lourde de l'écurie pour y installer la grande salle polyvalente et une extension qui reçoit le hall, les salles d'activité et la cuisine. Donc on voit là une vue d'ensemble du village. On voit qu'on est en bordure du village rue, en lisière de village, et puis à proximité directe, il y a une ancienne maison fortifiée qui doit dater de la guerre de 1870, hein, celle-là. Donc il y a quand même un contexte d'entrée de village assez particulier avec des équipements singuliers. Donc le plan de localisation qui a un lien avec les problématiques qu'on va affronter pour le projet, c'est que pour faire une salle polyvalente, il y a une réglementation acoustique assez importante. Et vous voyez que l'écurie qui va recevoir la salle polyvalente, elle est vraiment à proximité des habitations. Donc il va y avoir des exigences acoustiques très élevées. Et puis en parallèle, on a aussi un cours d'eau avec une zone inondable. Donc il va aussi y avoir un travail de mise en place du terrain pour gérer la crue de ce petit cours d'eau en contrebas du terrain. On voit une vue de l'état existant. Donc, vous voyez la morphologie de l'écurie, hein, très classique. C'est un caractère rural typique, celui de la grange écurie avec les 3 travées, les greniers au-dessus, un grand volume, une sorte de grande nef avec le faîtage parallèle à la rue. Et donc, c'est un bâtiment qui était très intéressant à prendre en main parce qu'il n'avait pas beaucoup subi de modifications. Il était relativement proche de son état d'origine. Et donc, la mise en place du projet, c'est assez simple. Hein. C'est que voilà, le grand volume va servir à mettre la grande salle polyvalente. Et puis, à l'arrière, on a simplement une extension toute simple de plein pied avec un hall qui se développe en longueur le long d'un parvis. Et puis à l'arrière, par un autre accès, toute la partie cuisine, locaux de stockage, etc. Et puis sur la rivière à l'arrière du terrain, surplombant le paysage de la ripisylve, 2 salles d'activité pour les associations. Donc il n'y a pas une grande complexité en termes de plan, hein, c'est assez simple à mettre en place. La problématique, on l'a surtout trouvée dans l'intégration des questions acoustiques. En fait,
à cause de la proximité des habitations, le niveau d'isolement acoustique de la salle à atteindre pour ne pas, voilà, pour être conforme à la réglementation acoustique était quand même très élevé. Et pour atteindre ça, la solution courante, c'est soit de prendre un terrain vraiment à l'extérieur du village, et là on est moins embêté, ou alors de faire, comme dans les vraies salles de concert, des murs en béton avec des doubles, triples fenêtres, etc. Et nous, on avait cette construction de la grange en moellon de calcaire, avec les grandes ouvertures des portes cochères, des portes d'écurie, qui, mine de rien, sont autant de trous pour le son. Et donc, à un moment, c'est vraiment posé la question de la pertinence de garder l'édifice. Plus tout le travail sur la toiture, parce qu'il fallait à la fois faire de la correction acoustique, plus de l'isolement acoustique pour que le son ne s'échappe pas par le toit. Donc, ça a quand même conduit à la dépose complète de toute la charpente qui, de toute façon, ne pouvait pas reprendre les charges des faux plafonds qu'on devait suspendre en dessous. Ça a aussi conduit à la démolition de la partie arrière de la grange. Et en fait, on a ferraillé pour garder les deux façades visibles depuis le domaine public de la grange, en trouvant des systèmes de correction acoustique suffisamment opérants le long de ces deux façades pour pouvoir les conserver. Donc c'est vrai, quand on se retrouve en chantier avec cette situation-là, on se pose un peu quand même la question du bien fondé du programme, en fait, par rapport aux actions que ça peut engager. Donc on va directement au résultat. Voilà, on a quand même, ça valait le coup, c'était vraiment intéressant de restituer. Alors on a conservé partiellement les murs et on en a restitué certains. C'est une toute nouvelle charpente, une toute nouvelle toiture, mais on a quand même gardé cette morphologie très représentative de la Grange Écurie dans le village, qui devient cet équipement public important. Donc il y a deux façades, hein, chacune dans leur registre. On a la façade sur rue qui a gardé, on l'a pas touchée, on a gardé les ouvertures. Et puis la façade latérale qui devient la façade publique sur le parvis, qui elle est dans un registre contemporain, mais à une échelle bien moins importante que celle du bâtiment principal et qui n'y porte pas concurrence. On voit sur une coupe sur la salle polyvalente qu'on a quand même dû beaucoup réduire la superficie des ouvertures et des parties vitrées, parce que c'est très compliqué d'assurer de l'affaiblissement acoustique entre dedans et dehors quand on a beaucoup de parties vitrées. Donc on a partiellement bouché les portes de grange, mais en faisant tout un travail de remplissage dans un système de double pot, de triple pot, pour en faire des événements à la fois à l'extérieur et à l'intérieur et en garder leurs traces. Donc on voit le mur d'origine sur cette perspective, sur cette axonométrie. On l'a bouché aux 2/3. Côté extérieur, il y a la recomposition de la baie avec une insertion en acier corten. Et puis à l'intérieur, un travail de niche qui permet de s'asseoir, voilà, et d'habiller la salle polyvalente. Donc on voit bien la lisibilité des anciennes portes de grange, malgré le fait qu'on les ait partiellement ou totalement bouchées. Et puis il y a une distinction très nette entre l'existant et l'intervention. Ça a été un travail vraiment stimulant avec l'entreprise pour qu'elle puisse s'approprier ce détail hors standard et puis comprendre voilà, les logiques d'adaptation géométrique d'un ouvrage de cadre, en fait, avec un matériau brut à l'intérieur de l'existant. Alors à l'intérieur, c'était plutôt un travail sur la lumière et sur la façade intérieure. Et on s'est raconté une histoire sur la grange, le vocabulaire de la grange, de l'écurie, pour travailler un soubassement, en fait, qui permettait d'intégrer toutes ces baies qui ont des géométries, des hauteurs, des dimensions différentes, pour en faire autant d'événements dans la salle. Et puis réunir l'ensemble avec le travail du soubassement qui protège aussi les murs des chocs et des danseurs un peu trop volontaires. Et on voulait surtout échapper aux produits industrialisés de catalogue, parce que c'est vrai que les panneaux de soubassement et les panneaux acoustiques
vous en avez des catalogues entiers et c'est toujours assez insipide. Donc, on voulait aussi mettre l'argent dans le travail artisanal et dans le savoir-faire des menuisiers. Donc, en fait, on a travaillé sur un produit standard plutôt qu'un produit de catalogue. Et donc, pour faire ça, en fait, pendant les études, on a fait un prototype ensemble à l'agence. On a fait un barbecue et on a fait un prototype dans notre jardin parce qu'on cherchait comment réaliser facilement ce type de panneau. Donc, avec quelques tasseaux et quelques planches, avec un système de teinte sur les panneaux inférieurs, sur les planches inférieures qui étaient biseautées dans un second temps. On retrouve un petit peu cette idée de la touche de piano ou du box de cheval, ça dépend de l'imaginaire, qui a permis de donner cette identité à toute la salle. Donc à l'arrière, c'est tout simple, il y a un gabarit d'îlot intérieur, on laisse la place à la maison forte, on accompagne le paysage de cœur d'îlot. Et puis le parvis, c'est l'élément qui relie les deux parties, avec une continuité de la baie vitrée entre le hall et la salle. Des transparences à l'intérieur, avec beaucoup de fluidité entre les différentes parties de ce tout petit programme communal. Ce qu'on peut ajouter juste pour conclure sur ce projet, c'est vrai que ça a été un gros défi technique. Bon, l'acoustique, c'est pas facile à l'expliquer comme ça en 2 minutes, mais on est convaincu que le jeu en valait la chandelle. C'est-à-dire que ce choix premier du maître d'ouvrage de faire cet équipement public au cœur du village, c'est un point essentiel voilà, pour garder de la sociabilité. Les gens viennent à pied. Enfin, la maison des associations fonctionne très très bien. Et il nous semble que ce choix presque politique initial était vraiment le bon de la part de l'équipe municipale. Le second projet, c'est le Centre des Roises, donc un bâtiment à Commercy, livré en 2021. Donc on est dans la Meuse, toujours en Lorraine. C'est une commune qui a un très très beau patrimoine du 18e. Et le programme consistait à travailler sur une ancienne école de filles, donc le bâtiment principal au milieu du site, pour la transformer. Alors, elle avait déjà été transformée à de multiples reprises en trésorerie, en logement, en bureau. Il y a eu beaucoup d'usages différents au fil des décennies. Et puis également réfléchir à l'échelle plus large sur l'ensemble du site qui comporte 6 bâtiments et qui était assez complexe en termes d'accès et d'usage. Donc ça, c'est alors très rapidement, hein, c'est le plan géomètre, c'est le site. Je vais passer parce que ce n'est pas très lisible. Le plan masse du projet. Donc l'école de filles, qui est le bâtiment central. Et ici, la salle des Roises, qui est une salle des fêtes qu'on devait mettre en conformité. Un bâtiment ici qui a été démoli dans le cadre du projet. L'ONF, un centre de formation et un hôpital de jour. Donc beaucoup de bâtiments, beaucoup de programmes différents. Et tout le monde accédait au même endroit, en particulier traverser le site en voiture pour accéder à l'hôpital de jour. Donc la première chose qu'on a proposée après analyse au maître d'ouvrage, ça ne faisait pas partie du programme, mais c'était de recréer un accès complètement indépendant à l'hôpital de jour pour dissocier les flux et les usages qui nous semblaient faire un peu mauvais ménage et puis surtout qui engendraient beaucoup de passages de voitures au quotidien sur ce terrain. Donc ça s'appelle, le site c'est les Roises. Les Roises, donc en Meuse, il y avait beaucoup de présence d'eau en fait. Et au Moyen-Âge, il y avait des trous sur le site. Alors on ne trouvait pas dans ces trous des concombres de mer, hein, bien sûr, mais du chanvre, c'est-à-dire que les paysans déposaient du chanvre et faisaient rouillir le chanvre. C'est-à-dire qu'on laissait tremper le chanvre dans ces trous et la fibre végétale se séparait et après, ils pouvaient exploiter le chanvre. D'où le nom du site. Et en fait, l'eau est très, très présente sur ce terrain. Donc, à la fois, dès qu'on creusait, on trouvait l'eau et également la trace d'un ruisseau qui traversait le terrain. Donc, nous, on savait que ce ruisseau était là, sous un carnot, et on avait espéré pouvoir révéler le ruisseau dans le cadre du projet.
ça rentrait pas dans le budget. Donc, le maître d'ouvrage nous avait plutôt fait une réponse négative. Et les dieux ont été avec nous, c'est-à-dire que malheureusement, dans le cadre des démolitions d'un très très gros bâtiment qui était sur le terrain, le carneau a été, une petite partie du carneau a été cassée, du couvercle du carneau, et on a fait un diagnostic de l'état de ce couvercle de carneau qui était dans un état catastrophique. Et donc on a dit bon, il faut le refaire, mais quitte à le refaire, là ce coup-ci on y va, on va laisser une partie du ruisseau visible. Et c'est l'histoire vraiment du site qui est remise, voilà, à la vue de tout le monde. Donc voilà le bâtiment côté arrière. Ah pardon. Voilà le bâtiment côté arrière où on a créé une esplanade pour qu'il y ait un espace de convivialité et de spectacle par le truchement de ces quelques gradins et escaliers. Et puis la façade avant. Donc la façade avant, bien sûr, la façade principale, très noble, où on voit le côté remarquable de cette école. Et notre objectif était très très simple, c'était respecter l'unité architecturale, malgré toutes les problématiques qu'on va vous présenter, entre autres thermique, sécurité incendie et puis d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc 2-3 slides pour vous montrer aussi un peu nos méthodes de travail. Donc là, vous voyez en haut l'état initial et en bas le projet. Donc très peu de changements sur la façade. On a juste travaillé sur l'entrée et puis le remplacement des menuiseries extérieures. Voilà, donc ça c'est le plan rez-de-chaussée. On avait la chance aussi d'avoir un bâtiment qui était très bien orienté, donc il est plein sud avec une distribution sur la galerie au nord. Donc ça, c'était la distribution du rez-de-chaussée qu'on a préservée. Aux étages, par contre, avec les différentes successions de transformations, ils avaient créé un couloir central et des bureaux de part et d'autre. Donc on a travaillé à redonner la même logique qu'au rez-de-chaussée aux étages. Et le point important, c'est que le maître d'ouvrage, donc évidemment, nous avait demandé un ascenseur et l'avait, avec son programmiste, imaginé à l'extérieur, donc vraiment comme une verrue comme ça posée en façade arrière, ce qui nous semblait complètement inenvisageable. C'était assez difficile dans le cadre de l'existant et puis avec l'architecte des bâtiments de France. Et donc, on a proposé en fait de travailler sur une partie centrale et c'est le hall qui résout toute l'équation, puisque le rez-de-chaussée est surélevé d'un demi-niveau. Et donc, on a proposé un hall qu'on a décaissé, donc parce qu'il y a un sous-sol à ce bâtiment. Donc, on a supprimé le sous-sol au droit du hall, ce qui a permis de rentrer de plein pied sur une hauteur et demie, et puis de générer tout simplement par un ascenseur traversant la complexité de la gestion de ce demi-niveau, et puis surtout de mettre l'ascenseur en partie centrale, sous le faîtage, et donc non émergent de la toiture. Donc, le même principe que sur les façades, vous voyez en rouge un peu la partie, voilà, la partie création dans l'existant, et en jaune, alors ça c'est un peu notre code couleur, hein, mais les parties démolies ou déposées. Donc dans les points de difficulté, l'isolation thermique, donc on est en Lorraine, hein, l'isolation thermique est un point absolument fondamental depuis toujours, mais depuis une dizaine d'années, je dirais qu'on a atteint des niveaux de performance extrêmement élevés et techniques. Donc là, sur un bâtiment patrimonial comme celui-ci, ça veut dire isolé par l'intérieur, mais si on veut éviter tous les ponts thermiques, ce qui est un enjeu premier chez nous, qui est peut-être un peu lointain à La Réunion, il faut voilà, pallier à ces ponts thermiques, et c'est difficile dans l'existant, puisque bien sûr, tous les planchers donc, je vais accélérer un petit peu, mais vous voyez, donc on a ouvert les planchers et c'est la mise en place d'un isolant biosourcé par l'intérieur et d'une membrane d'étanchéité à l'air, scotché en tout point pour qu'il n'y ait absolument aucun passage d'air non maîtrisé. Donc, sur ce type de projet, il y a des phases assez chouettes de mise à nu du bâtiment, de curage, où on va découvrir le bâtiment, sa structure, continuer à analyser. Alors, bien sûr, au début, on demande beaucoup de sondage au maître d'ouvrage, mais cette
compréhension du bâtiment se fait, y compris pendant le chantier. Donc là, vous avez un peu un avant-après. Donc là, c'est pendant le chantier, l'ouverture de la trémie du hall. Alors, on ne s'est pas contenté de le faire au rez-de-chaussée, mais sur tous les niveaux. Et puis à droite, voilà, une partie du bâtiment terminée. Et puis cette coupe donc, que j'ai évoquée au début avec ce travail sur le hall et l'entrée pour régler la difficulté d'insérer l'ascenseur dans l'existant. Et puis les différents niveaux qui communiquent grâce à la trémie au-dessus de ce hall. Donc quelques photos du bâtiment réalisé. Voilà, donc les nouvelles qualités sont données voilà, tout en révélant quand même certains matériaux, certains aspects du bâtiment, mais également évidemment avec l'ajout de nouveaux matériaux contemporains. Et vous voyez ici le traitement des circulations. Donc on a été vigilant à essayer de garder les hauteurs, garder finalement les qualités spatiales du déjà là, qui sont une richesse incroyable, parce que quand on fait du neuf aujourd'hui, on ne nous autorise rarement à travailler des grandes hauteurs pour des histoires de consommation, entre autres de chauffage. Donc quand on a de beaux espaces, il faut absolument les mettre en valeur et les conserver. Et puis également, au maximum, préserver les sols, les radiateurs en fonte et les différents matériaux déjà en place. Et ensuite, voilà, juste révéler les belles proportions et les belles salles qui étaient à notre disposition. Voilà. Et on a également continué à faire du projet pendant le chantier, c'est-à-dire qu'on a décidé de révéler certains matériaux et de laisser à certains endroits vraiment des choses très, très, très brutes, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, mais ça nous a semblé bien retranscrire aussi la contemporanéité de l'intervention et puis le contraste entre ce qu'on proposait et l'état initial. Et puis, j'ai parlé un peu de l'isolation, il y avait aussi un autre sujet très vite, mais il y a la réglementation incendie où parfois ces bâtiments et leur qualité ne sont pas tout à fait compatibles avec les réglementations d'aujourd'hui. Et en particulier, on nous demandait d'encloisonner les 2 escaliers, voilà, des très beaux escaliers en granito. Et donc, on a été négocié avec les services de sécurité qui gèrent toute la partie incendie. Et en travaillant avec eux, en proposant des dérogations et des compensations, on a pu garder ces 2 escaliers ouverts et les mettre, ce que vous voyez à droite aussi, également en conformité pour les personnes à mobilité réduite, par des détails très, 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 très simples. Donc le deuxième chapitre sur la question de ce qu'on aime bien appeler l'usage augmenté, parce qu'on n'est pas très réalité augmentée, nous on est un peu rétif à ça. Mais donc la question de l'usage augmenté, c'est un terme qui nous est venu parce qu'on s'est retrouvé souvent, comme beaucoup en fait d'architectes, à trouver qu'on pouvait faire vraiment plus de qualité, plus d'usage dans des bâtiments existants parce qu'en fait on était obligé de le faire parce que c'était déjà là. Donc, c'est toujours une occasion de trouver plus que ce qui est demandé. C'est un peu comme dans les Pokémon, je ne sais pas si vous connaissez Pikachu, ses évolutions, mais voilà, on a un état d'origine et puis finalement, après, ça se transforme, ça devient encore plus puissant. Et donc là, le projet, ça permet de saisir des opportunités grâce au volume, aux surfaces, à l'organisation spatiale des bâtiments existants qui échappent aux standards. Et aujourd'hui, ces qualités-là, depuis très peu de temps, ça retient de plus en plus l'attention des maîtres d'ouvrage depuis, malheureusement ou heureusement, qu'on a subi un confinement, depuis que l'énergie est chère et depuis que les matières premières s'épuisent. Avant, c'était difficile de faire passer l'idée que ça ne coûtait pas plus cher, mais que ça pouvait être vraiment mieux. Il y avait une espèce d'hégémonie de la qualité standard. Et aujourd'hui, c'est un discours qui est beaucoup plus audible dans les oreilles des maîtres d'ouvrage. Alors, on va vous présenter deux projets d'habitat, donc un plutôt à l'échelle de la maison et puis un second plutôt du logement collectif. Donc le premier projet, c'est la maison YP à Épinal dans les Vosges.
Donc, c'est un client qui nous appelle, en fait, qui cherchait voilà, à faire sa maison, qui visite différents bâtiments, et puis qui trouve une halle dans un état. Donc là, la photo, c'est l'état après curage, mais avant curage, je vous promets que c'est vraiment une ruine. Voilà, qui nous l'a fait visiter et qui nous demande si potentiellement on arriverait à faire sa maison dans cette halle. C'est un lieu très singulier, donc en plein centre-ville, complètement enclavé. Donc vous avez, donc Épinal, il y a vraiment une falaise comme ça sur laquelle la ville s'adosse. Et en bas, vous avez la ville avec la Moselle, vous avez des immeubles sur rue, enfin voilà, des petits immeubles urbains. Et puis au pied de la falaise, non accessible à part un petit escalier perché, il y avait cette halle qui était une ancienne laverie. Donc vous voyez la coupe. Et du coup, quasiment pas de percement. Donc la seule lumière naturelle présente, c'était des verrières. Donc la proposition du projet, alors un budget assez limité. Donc on a tout de suite proposé de scinder l'idée de la partie purement habitable et d'un espace augmenté qui serait la totalité du volume, et de bien dissocier dans la conception et de bien maîtriser là où on utilisait l'argent, mais tout en donnant un espace à l'échelle de ces 300 mètres carrés qui sont vraiment très généreux pour une maison. Et donc, ici, vous avez l'entrée. Donc, il y a un chemin, une sorte de chemin perché, suspendu au-dessus des toits des petits immeubles de ville. On rentre ici dans la halle. Elle est composée de deux nefs. Donc, une première nef ici et puis une seconde ici. Et donc, tout en travaillant en diagonale au travers de cette halle, il y a deux espaces. Un premier espace avec une séquence plutôt de vie et puis une séquence plutôt nuit sur l'arrière. Donc ça, c'est le plan détaillé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas très important. Et donc, on est venu glisser en fait des boîtes, des petites boîtes habitables au sein de cette halle, avec un contraste extrêmement marqué entre nos interventions les plus minimalistes possibles et tout le reste laissé très très brut et assumé comme tel avec un minimum d'intervention. Vous voyez ici la diagonale quand on rentre. Il y avait une grande baie au fond, donc c'est la seule qui existait. Alors il y avait une allège, on a fait tomber l'allège, on a mis un grand châssis accordéon pour ouvrir sur un micro-jardin. Et vous voyez ces différentes boîtes avec à droite donc les espaces plutôt de jour, à gauche ceux de nuit. Et donc là, voilà le verso. Et une recherche aussi d'aller chercher les quelques fenêtres présentes. Et donc à gauche, il y avait donc ce que vous voyez là. Donc là, on est passé à l'intérieur du séjour. Et les fenêtres au fond à droite étaient existantes. Ce sont les seules fenêtres qui échappent un tout petit peu au-dessus des toits. Et donc, on a proposé un espace qu'on a surélevé pour qu'on soit au-dessus des allèges et qu'on ait un peu une vue pour pas que toute cette maison soit totalement introvertie sur son jardin d'hiver. Donc, l'espace habitable fait 140 mètres carrés. Donc, en hiver, en Lorraine, la vie ne se passe que dans ces espaces-là. Et dès qu'il fait un peu meilleur, la maison fait 300 mètres carrés avec tout le jardin d'hiver qui est partagé. Donc, vous voyez à gauche les chambres, qui sont des petits volumes isolés, et dont certains sont également accessibles sur leur toit, en particulier comme des espaces de jeu pour les enfants. Et d'un point de vue technique, donc c'est un espace inaccessible. Donc, on a tout conçu en ossature bois avec une isolation biosourcée. Et on a dessiné pour le maître d'ouvrage tous ces volumes qui sont isolés sur la totalité de leur face, hein, donc les élévations, la toiture, mais également le sol. Et voilà, on a défini avec très peu de sections le calibrage de ces micro-architectures.
qu'il a lui-même construite. Donc, on a été jusqu'à faire en quelque sorte des petits plans d'exécution. Voilà, donc les façades intérieures, les travaux de fenêtres, de recherche de lumière zénitale. Et voilà. Le second projet sur la question de l'usage augmenté, c'est tout neuf. Ce sont des logements à Nancy. Alors, il se trouve qu'on a appris il y a une semaine qu'on venait de gagner le concours. Mais on avait déjà préparé notre diaporama. On s'était dit, si on perd, tant pis, on le montre quand même. Voilà, donc c'est un concours qu'on a rendu récemment. En fait, le client, c'est le ministère des Armées qui a contracté avec une sous-société qui émane de Eiffage, voilà, c'est pour construire ou rénover tout leur parc immobilier à l'échelle nationale. Donc, c'est un contrat cadre. Et donc, nous, on arrive là-dessus sur Nancy pour une opération ciblée. Eiffage nous consulte pour être mis en concurrence dans un mini-concours pour ce site qui est assez particulier. Donc, c'est dans la ville de Nancy, dans un lieu emblématique parce qu'on est en lisière d'un des plus beaux parcs de la ville qui s'appelle le parc Sainte-Marie, avec l'ensemble thermal de la piscine thermale qui est juste à côté. Et puis, ce terrain-là, tu peux passer. Ce terrain, tout le terrain appartient au ministère des Armées. Au centre, il y a un petit gymnase un peu art déco, et puis des terrains de tennis qui sont conservés. Et puis le long de la rue sud, voilà, on va focaliser là-dessus. Il est question de construire une dizaine de maisons individuelles. Et puis à l'arrière, sur l'autre terrain, un immeuble collectif dont je ne vais pas parler ce soir. Or, il se trouve que dans cette rue, pour accueillir une dizaine de maisons en rangée, le programme, c'est plutôt bien calibré parce que ça répond à ce qui se passe en face, où on a des maisons de ville de l'entre-deux-guerres avec ce même type de gabarit. Donc, c'est plutôt pertinent. Vous voyez au fond de la perspective le complexe thermal. Et puis, en fait, sur le terrain, il y a déjà un immeuble collectif des années 30 existant qui est prévu d'être démoli pour laisser place à ces petites maisons. Et alors nous, le truc, c'est que vous voyez qu'au dos de cet immeuble collectif, il y a le gymnase. Donc on imagine un vis-à-vis comme ça du jardin arrière des nouvelles maisons avec ce gymnase. On se dit, c'est pas facile le jardin. En plus, c'est au nord. Enfin, ça va pas être super intéressant. Et puis, en fait, le bâtiment existant, il est quand même assez intéressant parce qu'il est sain, il est assez fin. Il a un sous-sol. On se dit, on va dépenser de l'argent à démolir tout ça, le sous-sol qui aurait les fondations, etc., pour construire des maisons. C'est un peu bizarre. Pour construire quasiment à la même place. Donc ça nous a un peu semblé une perte d'argent, une perte de matière. Donc finalement, on s'est lancé dans une hypothèse de se dire on va transformer cet immeuble collectif en maison en rangée pour voir comment ça marche. Donc on voit sous forme de schéma, voilà, on a l'état existant, c'est un immeuble avec des caves et un rez-de-chaussée et 3 niveaux. On supprime les 2 niveaux supérieurs, on se retrouve avec les caves, un R+1, plus une toiture terrasse, et ça nous libère le reste du terrain pour faire les 4 maisons complémentaires, parce qu'on arrive à mettre 6 maisons dans ce corps de bâtiment. Donc en fait, on réduit le gabarit de l'immeuble et puis on gagne un peu dans la tradition des Siedlungen suisses ou allemandes, un petit modèle d'habitat individuel en rangée qui gagne surtout un rooftop en plein cœur de ville, une grande toiture terrasse qui fait l'équivalent de chaque plateau de maison. Et en plus avec des caves, ce qu'on n'aurait jamais eu dans du neuf. Donc, en fait, on s'aperçoit en travaillant sur les plans
qu'on arrive à le faire, à transformer une typologie d'immeuble collectif avec façade porteuse et refend longitudinal, en fait, en curant tout ce qui n'est pas porteur, toutes les cloisons, mais en gardant le refend central et les façades, en gardant les ouvertures, parce qu'on s'est dit que ça ne valait pas le coup d'intervenir sur les ouvertures, sinon l'hypothèse ne tenait pas. En fait, on arrive à quand même à le transformer ça dans une typologie de 6 maisons en rangée. Et c'était vraiment une réflexion qui nous a beaucoup stimulé intellectuellement, parce que dans l'existant, il y avait des belles qualités. On a des assez grandes fenêtres, mine de rien. Donc, c'est bien, on les a déjà, des assez grandes ouvertures. Il y a des surfaces un petit peu plus généreuses que l'existant, enfin que le neuf, pardon, que si on faisait du neuf. Et puis, ça nous permettait aussi d'avoir un schéma assez compact sur cette partie du terrain, ce qui permettait pour les 4 maisons complémentaires de regagner un peu d'aise et d'en faire aussi des belles maisons. Donc les deux profitent mutuellement. Je voulais juste préciser, c'était quand même un gros pari, parce que le modèle du programme, c'était vraiment la maison individuelle autour de laquelle on tourne avec son garage vraiment adossé à la maison. Mais le terrain était tellement contraint que là, le maître d'ouvrage savait déjà qu'il était obligé de faire des maisons en bande, donc ce qui n'était pas dans leurs habitudes. Et donc, on s'est dit, bon, bah, démolir pour refaire des maisons en bande, là, on a peut-être une chance de leur faire passer des notions plus frugales et plus passionnantes. Donc voilà, on voit que, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, on a essayé de trouver la même logique pour toutes les maisons. Ça va du T4 au T5, c'est quand même des maisons familiales. Et en jouant avec le rythme des ouvertures et comme en fait les façades sont porteuses et le refend intérieur est porteur, le refend longitudinal, en fait on a de la souplesse dans la perpendiculaire, dans le cloisonnement perpendiculaire. Donc en jouant un peu avec ce curseur, on a réussi à installer ces 6 maisons, donc qui profitent de caves, de grandes caves, donc usage augmenté, de belles pièces de vie au rez-de-chaussée avec une entrée, un jardin avant et un jardin arrière qui est à l'ombre, mais on s'en fiche parce qu'on a un rooftop complet comme à Marrakech. Et donc voilà, ça c'est l'étage avec des chambres, et par l'escalier droit qu'on met dans la première travée avant, on continue à monter jusqu'à l'étage, et c'est simplement le rythme de ces émergences qui font la sortie d'escalier, qui séparent chaque terrasse l'une par rapport à l'autre pour profiter en toute intimité de cette situation complètement exceptionnelle. Donc ça, c'est une vue générale de la rue. Ça nous plaisait aussi parce qu'on trouvait que c'était intéressant de ne pas répéter toujours le même modèle de maison, et que ça introduisait aussi une séquence dans la rue. Et puis, voilà, une perspective collage de cet usage augmenté sur la terrasse, qui a certainement fait pencher la balance au moment du jury du concours. Dernier chapitre, donc la thématique du réemploi. Donc nous, depuis 4 ans, on s'attache à l'agence à essayer de systématiser une démarche de réemploi dans les projets. Ça paraît facile à dire, hein, c'est un peu, on le lit beaucoup, on le voit beaucoup, il y a beaucoup d'articles et d'ouvrages là-dessus, mais notre expérience et celle des autres montrent qu'en fait, c'est pas du tout simple. Et que parce que ça soulève des tas de questions juridiques, contractuelles, assurantielles et aussi organisationnelles qui sont assez épineuses. Donc là, je pense qu'on est moins avancé dans les projets que dans notre tête, mais on essaye à chaque projet de pousser un peu plus loin le curseur, et on va essayer de vous expliquer rapidement en quoi c'est toujours assez compliqué. Donc le premier projet, c'était un peu notre baptême sur la question du réemploi. C'est la maison VA, donc l'initiale de ses propriétaires à Nancy, qu'on a livrée en 2018, qui a aussi reçu une mention au prix Envirobat de Grand Est pour la partie réemploi.
Alors, c'est là aussi où on répète qu'un projet, ça ne se fait pas qu'avec l'architecte, hein, que le maître d'ouvrage, c'est essentiel à ouvrir les portes du possible du projet. Donc, c'est un couple avec 2 enfants qui est propriétaire d'une toute petite maison dans un passage, une venelle. En fait, c'est une ruelle piétonne très étroite qui traverse un grand îlot avec plusieurs maisons rangées. Donc, c'est une toute petite parcelle très étroite qui fait 4,80 m complètement. Donc, là-dessus, vous enlevez nos murs de 50 cm. Ils ont 4 mètres intérieurs dans la maison. Et c'est une maison avec une cave, un rez-de-chaussée, un étage et un dernier étage sous comble où on marche plutôt à 4 pattes. Et puis, comme ils ont eu 2 enfants, ça devient un peu étroit. Donc, ils sont hyper attachés à cette maison, ils veulent y rester. Et donc, ça se traduit par une opération pas trop économique, c'est-à-dire qu'on fait 2 chantiers sur la même maison. On fait une surélévation de la toiture pour gagner des vraies chambres et une extension à l'arrière. Donc, on fait 2 fois le travail. Donc, voilà en plan. Il n'y a pas trop d'argent. Au début, on leur fait des estimations au ratio parce qu'on sait que ça va coûter cher, parce qu'on peut accéder qu'à pied. Le camion de l'artisan, il ne peut pas arriver devant la maison. Donc, charger, décharger, c'est 70 mètres à pied pour amener tout le matériel. Que c'est que des opérations à la petite cuillère, parce qu'à chaque fois vous faites 50 cm, vous tombez sur un détail particulier. Enfin, on ne peut rien préfabriquer, rien répéter, tout est à l'os. Donc on leur dit ça va vraiment coûter cher et c'est pas sérieux, vous devriez mieux chercher une autre maison ailleurs. Et ils nous disent non, jamais de la vie, on ne quittera pas cette maison et on va y arriver, on connaît des artisans, on va y arriver. Et effectivement, ils y sont arrivés. Et c'est passé aussi par toute une série d'astuces, et notamment de réemploi. Donc ça c'est le plan existant. Donc c'est le corps de bâtiment principal qui a, comme souvent en Lorraine, sur l'arrière, le jardin, une petite... là, il y a 2 extensions successives où en fait on étend la maison vers l'arrière pour mettre plutôt les pièces techniques, une salle de bain, une cuisine, une buanderie. Ça existait déjà. Et donc, nous, on fait dans la partie extension, on termine en fait la forme, on construit sur l'ancienne terrasse pour étendre, faire un vrai salon, voilà, qui désengorge un peu la salle à manger. Et on tourne autour de petits édicules sanitaires existants. Donc ça, c'est la première opération qui va conduire en fait à réutiliser les fenêtres qui étaient sur la première façade pour les remettre dans la deuxième façade. On verra mieux après. Voilà, donc en coupe, ça c'est l'état existant. Donc on arrive dans le passage, on monte quelques marches et puis on a le minuscule escalier hélicoïdal qui permet de desservir toute la maison. Et donc on surélève. Alors, en plus, on était au taquet de la hauteur maximale autorisée au règlement d'urbanisme. Donc on surélève de 1 mètre la toiture, mais ça fait gagner 2 vraies pièces. Et puis on étend à l'arrière le salon. Et donc, toute la démarche de réemploi, elle est résumée dans ce dessin. On a réutilisé des menuiseries qui étaient déjà dans le projet pour les replacer sur la nouvelle façade arrière, des parquets qui ont été démontés et remis en place dans l'extension, la terrasse, pareil, qui a été démontée et remise en place pour faire la nouvelle terrasse, la remise en place de Velux, de fenêtres de toit, de l'ancien toit vers le nouveau toit. La conversion, alors ça c'est la patte magique des propriétaires, la conversion d'anciens planchers bois en étagères. Ils ont utilisé du rembourrage de futons qu'ils n'utilisaient plus en isolant acoustique de leur plancher. La laine de bois de l'ancienne isolation de la toiture a été déposée et remise en place dans la nouvelle toiture surélevée. On a été jusqu'à faire démonter du fermacell, vous savez, c'est ces panneaux de gypse qui c'est un peu mieux que le placo-plâtre.
Et surtout, c'est solide, donc on a pu le dévisser et le remettre en place dans le nouveau cloisonnement. Et tout ça, ça a contribué à limiter l'approvisionnement en matériaux, parce que ça pesait lourd et c'était loin, et à travailler à chaque fois en replacement de produits. Alors ça se fait beaucoup avec les propriétaires, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais c'était vraiment intéressant de voir aussi que la possibilité de replacer in situ des éléments déposés dans la nouvelle configuration, ça dépendait beaucoup de la qualité de ces éléments, et que si on avait eu des cloisons en placo-plâtre dans la maison, on n'aurait jamais rien refait à part les mettre à la poubelle. Le fer Macel, on a pu le réutiliser. Là, on aurait eu de la laine de verre, on n'aurait rien fait. La laine de bois, elle était toujours super, et puis c'est facile à travailler. En tout cas, ça se manipule, et on a pu la replacer. Donc, c'est aussi parier sur l'avenir que d'utiliser dès le départ des bons matériaux. Et donc, voilà, on voit quelques vues de chantier. Le stockage des éléments, de la laine de bois qui va être mise dans la nouvelle toiture, la surélévation, l'ancien plancher qui a été déposé, qui sera reposé plus tard. Le soin avec lequel les propriétaires ont recomposé les limites, recomposé les parties carrelées, comment ils ont fabriqué des étagères avec leurs planchers inutilisés. Là, c'est un avant-après, donc ça, c'était à gauche, la terrasse existante, et puis la même photo au même endroit, à droite, avec l'extension vers le salon, avec une verrière qui permet de ramener de la lumière à l'intérieur de l'espace. Donc la même vue depuis le jardin. Et puis le gain en fait pour les chambres, puisque avant, à peine on était sorti de l'escalier au niveau du faîtage, on devait se baisser. Et cette surélévation, vous voyez l'allège de la fenêtre de chambre à droite, c'était l'ancienne arase de l'ancienne toiture. Donc on a quand même gagné beaucoup en hauteur, et maintenant on a des vraies pièces qui sont habitables. Voilà, donc la cage d'escalier surélevée avec le replacement des Velux. Et puis, on voit un peu comment c'est construit. C'est un peu pareil que pour la maison à Épinal, c'est à l'os. C'est-à-dire on amène bastin ou montant par montant, et puis on les monte, on les adapte avec des équerres, parce que rien n'est droit. Il faut toujours s'adapter à l'irrégularité du mur, du voisin, le décalage, etc. Donc tout ça, ça se fait aussi avec des artisans assez exceptionnels qui ne comptent pas trop leurs heures et qui se prennent au jeu. Donc il y a eu beaucoup de dialogue. Des fois, on a un peu ferraillé, mais c'était aussi une aventure collective dans cette espèce de ménage à trois entre les clients, les artisans et l'architecte. Le bon, la brute et le truand, c'était assez rigolo. Mais c'était notre première expérience de tricoter en fait, voilà, avec des éléments à réutiliser in situ. Oui, et puis il y avait aussi un sujet, il y a toujours un sujet assurantiel en réemploi. Et ce projet-là avait déjà été transformé 10 ou 15 ans avant par une autre agence d'architecture, et d'où les matériaux de qualité, d'où aussi des fenêtres, par exemple, des menuiseries bois assez récentes qu'il était pertinent de réemployer. Et on a réglé certaines difficultés assurantielles en allant rechercher les mêmes entreprises que celles qui avaient précédemment posé les ouvrages. Donc, elles ont accepté de déposer et de reposer les mêmes ouvrages. Donc, ça nous a pas mal aidé. Le second projet, donc là, c'est un projet qui est en cours de chantier. Donc là, on passe dans un marché public, donc c'est une toute autre histoire. Donc c'est un préau pour une école à Malzéville, c'est la métropole de Nancy. Donc c'est la municipalité, dans le cadre de l'aménagement d'une cour de récréation. Donc en métropole, le grand sujet de ces 2-3 dernières années, c'est de désimperméabiliser les cours d'école et puis de créer des îlots de fraîcheur, puisqu'on est vraiment, c'est vraiment un sujet très très important. Et puis la majorité de nos écoles ont des cours totalement en enrobé, qui sont une vraie catastrophe thermique. Donc la municipalité avait lancé un projet
d'aménagement pour les enfants de la cour. Et ils font ça hyper bien, c'est-à-dire qu'ils s'encadrent du CAUE, donc le Conseil en aménagement et urbanisme et environnement, et ils entament une démarche participative ils retiennent un paysagiste, et ce paysagiste travaille directement avec les enfants et les enseignants pour voir quelles sont les attentes des enfants, quels sont les espaces qui leur plaisent dans la cour actuelle, qu'est-ce qu'ils aimeraient transformer, qu'est-ce qu'ils aimeraient y trouver. Donc, ils font ce travail, voilà, ça c'est le travail du paysagiste, donc il définit voilà, différentes zones. Et puis, ils s'aperçoivent, enfin, je pense qu'ils le savaient déjà, mais qu'il manque un préau, ce qui est quand même pas inutile chez nous. Et donc, il manque un préau, et pour faire ce préau, il manque un architecte, puisqu'il y a besoin d'un permis de construire. Et donc, comme c'est un petit ouvrage, c'est une consultation réduite, donc on est retenu de manière assez rapide et directe. Pour voilà, un préau, donc la commande, c'est 150 mètres carrés. Et la seule contrainte qu'on nous donne, c'est une toiture végétalisée, puisque le projet s'inscrivait dans une démarche environnementale de désimperméabilisation de la cour et de gestion raisonnée des eaux pluviales. Donc, c'était un travail majeur du paysagiste, mais il fallait aussi que notre architecture participe à ce travail. Donc, on a fait plusieurs esquisses, mais au final, le plus pertinent a été d'implanter le préau parallèlement au corps principal de l'école, avec sa toiture végétalisée. Et là, vous voyez le plan rez-de-chaussée. Donc, le préau prend place ici. Et on devait également résoudre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est cet ouvrage que vous voyez ici, où on a dessiné, en plus d'une rampe, finalement un lieu de vie pour les enfants qui complète et qui vient en harmonie avec le travail du paysagiste, avec un jeu de gradins, de bancs, de rampes, qui est aussi un lieu de jeu et pas simplement un point purement réglementaire. Donc l'école après est composée de classes en peine qui sont distribuées par une galerie. Et cette galerie est très très épaisse. Elle reçoit des ateliers de l'école. Donc on a pris soin de mettre en place, finalement le préau vient ici, et donc on a mis en place une grande verrière qui permet d'amener la lumière naturelle au fond du préau, mais surtout de préserver la qualité de la lumière dans la galerie qui recevait des usages pédagogiques pour les enfants. Et donc ça, c'est la perspective du projet. En fait, le maître d'ouvrage était dans une démarche vraiment très, très noble et environnementale, participative, et très ouvert, on l'a senti dès le début. Donc on a tout de suite, comme quasiment tous les projets qu'on vous a montrés, on travaille beaucoup en structure bois. Et on a tout de suite proposé d'essayer, en plus de faire une structure bois, de la faire avec une démarche de réemploi. On avait en tête une charpente qui avait été déposée dans une usine à Épinal, dans les Vosges. Et donc, on a proposé au maître d'ouvrage cette démarche de construction avec des matériaux issus d'une filière de réemploi locale. Et donc, ils nous ont dit, oui, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est, comment vous allez faire. En Lorraine, il y a une association sur Nancy qui s'est créée, qui s'appelle La Remise. Donc, on a proposé au maître d'ouvrage de les embarquer avec nous. Et c'est une association qui milite et qui travaille à la création d'une filière de réemploi. Donc, ils ont accepté de les agréger à notre équipe, et on a mis en place avec eux une démarche de sourcing, c'est-à-dire qu'il faut trouver la matière première et adapter le projet à la matière qui est trouvée au fil du temps et des études. Donc, c'est un travail assez complexe, en même temps très excitant, et où le côté créatif est tout autre de ce qu'on fait d'habitude avec plutôt des produits standardisés et des filières catalogues, où là, au contraire, on nous amène des ressources très variées et on essaye d'adapter notre projet à ce qui est proposé. Donc, voilà, la coupe sur le préau. Donc en fait, c'est une structure avec un minimum de poteaux pour ne pas gêner l'usage des enfants dans la cour, et une charpente avec des fermes triangulées. Notre idée était que ces fermes, en étant triangulées, puissent être
construite avec un maximum de sections différentes et de réemploi, et de ne pas dessiner quelque chose de trop figé, mais au contraire qui puisse s'adapter à la ressource. Et on a, donc, vous avez cette charpente, donc les poteaux et toutes les fermes qui sont à base de réemploi donc d'anciens planchers d'une usine. Et grâce au travail de sourcing qui a été fait, on a pu proposer des façades, enfin les façades, le bardage est réalisé à partir de parquets en chêne d'anciennes casernes militaires près de Metz, et une sous-face au préau. Donc voilà, on voit un peu toutes les ressources. Donc la charpente, le parquet chêne qui va faire notre bardage bois, des chutes d'un fabricant de palettes local pour faire la sous-face, donc en bois ajouré, la sous-face du préau qui du coup à la fois est acoustique et à la fois va nous permettre de masquer nos fermes pour faciliter des assemblages qui ne seraient pas forcément très jolis, puisqu'on va travailler avec un peu ce qu'on aura en termes de remploi, et également du remploi de laine de bois et puis d'un feutre qui sont des tapis de halles d'exposition. Vous savez, quand il y a des grandes foires, des forums, ils déroulent des moquettes et tout part à la benne juste derrière. Donc au-dessus de nos palettes, on a ce feutre qui va participer à l'absorption acoustique. Et puis la verrière, alors la verrière, c'est notre regret, c'est notre échec, parce que la difficulté du remploi, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est le phasage et le timing. Donc il faut trouver des bâtiments en déconstruction pour pouvoir connaître à quelle période vont être déconstruits les bâtiments. Et en l'occurrence, on avait trouvé une verrière qui potentiellement devait participer à notre projet. Et finalement, la déconstruction n'a pas eu lieu dans le timing voulu. Et donc, on aura une verrière neuve sur ce bâtiment. Oui, alors en termes de, effectivement, peut-être pour expliquer un peu les difficultés du remploi, surtout sur un marché public. Ici, on est sur du remploi structurel. Donc, c'est là où ça devient un peu compliqué. Donc, il faut à la fois mettre dans la boucle. Donc, évidemment, il faut que le maître d'ouvrage soit d'accord, moteur et assuré. Mais il faut également que le bureau de contrôle suive l'opération et nous fasse des visas positifs. Donc, on a tout intérêt à travailler avec lui très, très en amont, ce qu'on a fait. Les assurances des entreprises doivent également être informées et valider la démarche. Et en l'occurrence, comme c'est une démarche un peu novatrice, on a pu aussi embarquer l'ENSTIB, qui est une école d'ingénieurs bois à Épinal, et qui a participé à la caractérisation. Finalement, c'est des démarches tellement nouvelles que tout le monde a envie de tester, de voir, de participer. Et donc, on a été suivi par des ingénieurs de l'ENSTIB qui ont caractérisé la charpente bois qui avait été déposée, et donc qui a caractérisé, c'est-à-dire qui a testé chaque bois pour nous donner le type de classement structurel de chaque partie. Donc ça, c'est un premier point. L'autre difficulté, c'est l'appel d'offres public. Donc comment on cadre un appel d'offres public avec une ressource de réemploi. Donc là, notre démarche, est le maître d'ouvrage, comme on avait la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui nous a suivis, finalement, on a cadré toute la ressource. Le maître d'ouvrage a acquis ces matériaux. Et dans l'appel d'offres, on a imposé aux entreprises de travailler avec ces matériaux qui n'avaient pas à acheter, mais il avait l'obligation de les utiliser. Et après, dans les bordereaux de prix, on avait séparé une colonne matériaux de réemploi et des équivalents en matériaux neufs. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est garanti, on n'a pas lié les futurs aléas. Si des pièces de réemploi finalement étaient défectueuses, ou il y avait des défauts qu'on n'avait pas aperçus préalablement, on a déjà les prix de choses équivalentes neuves pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc, on avait un peu un double DPGF, un double prix. Et voilà, le chantier est en cours. Donc, on ne peut pas vous montrer les photos finies. La charpente est arrivée. Donc, Alors, il y a aussi une difficulté, c'est où on stocke tous ces matériaux. Donc là, en l'occurrence, tous les bois ont été stockés pendant 1 an. Donc, c'est aussi une vraie difficulté du réemploi. Comment on stocke cette ressource, qui le gère. Et donc là, la charpente est arrivée maintenant chez le charpentier qui est en train
Alors pareil, un charpentier du coup passionné par la démarche et qui est obligé de dessiner ferme par ferme, pièce par pièce, cette charpente, de la passer au calcul. Donc il nous a dit que ça avait pris un temps, je sais pas, peut-être 20 fois supérieur à ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il a son classement de bois qui est le même pour tous les chevrons, toutes les pannes. Et ben là, chaque pièce avait un classement différent. Donc c'est un travail très fastidieux. Mais voilà, tout le monde enfin, était passionné et l'est toujours, hein, avec un résultat, on l'espère, à la fois une esthétique assez originale et puis une grande frugalité et d'un point de vue environnemental et surtout carbone, quelque chose d'absolument vertueux puisque les matériaux de réemploi dans les bilans carbone qu'on nous fait calculer aujourd'hui dans les nouvelles réglementations, un matériau de réemploi est compté comme zéro, c'est-à-dire que son bilan carbone est derrière lui. Et on considère, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qu'il est complètement nul et qu'il n'y a aucune énergie nécessaire dans sa fabrication ou dans son transport, ce qui est évidemment pas vrai, mais voilà, c'est aussi pour favoriser ce type de démarche. Voilà, donc pour conclure, toutes ces réflexions présentées dans nos projets, vous l'avez vu, sont à chaque fois l'opportunité de pousser plus loin des questions réglementaires, des questions juridiques, des questions techniques. Ce travail, à chaque fois, demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et on voulait finir par cette petite slide pour dire qu'on on fait partie du groupe de la frugalité heureuse et créative Lorraine. Donc, on sait que vous avez eu, pour certains, un workshop avec Philippe Madec la semaine dernière, donc je ne vais pas expliquer ce qu'est ce mouvement. Mais pour nous, c'est un mouvement important qui est assez dynamique en Lorraine. Et ce groupe et ce partage avec d'autres agences locales nous permet donc de partager nos expériences respectives, pardon, nos savoirs, mais également nos ressources d'agence. Et c'est un élément, un élan collectif qui est primordial et qui nous permet d'accélérer nos démarches. C'est-à-dire que plutôt que chacun réinventer nos petits bouts de démarche vertueuses, on essaye de les partager et que chacun puisse réutiliser un peu les expériences et puis éviter les écueils qu'on a pu rencontrer pour aller vers une architecture et un aménagement du territoire capable de faire sens écologiquement et socialement dans le contexte du bouleversement environnemental déjà commencé qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.